Bonjour à tous et bienvenue dans l'interview. Bonjour Damien Thierry. Bonjour. Bourgmestre non nommé de Linkebeek. Vous êtes également député fédéral à la Chambre pour le mouvement réformateur. On a vu le reportage dans le journal il y a quelques minutes. Yves Guéquière, il ne sera jamais bourgmestre à Linkebeek? Ah, ce n'est absolument pas ce qui a été dit. Je pense d'ailleurs même que M. Guéquière a tout à fait l'étoffe d'un excellent bourgmestre. Ici, ce que nous avons décidé, c'est que s'il devait y avoir une décision, ce serait celle du conseil communal et certainement pas d'une autorité de tutelle. Donc pour l'instant, Yves Guéquière n'ira pas se présenter devant le gouverneur pour prêter serment, comme le suggérait la ministre des Affaires intérieures, Lisbeth Omaz. C'est donc la décision qui a été prise hier en groupe de majorité. Nous avons pris le temps de discuter parce qu'il faut que toutes les parties en présence puissent s'exprimer. Et donc la décision finale a été de dire que M. Guéquière n'irait effectivement pas prêter serment cet après-midi. Donc c'est un niet à la proposition de la ministre qui a la tutelle sur les communes en Flandre. Est-ce que ça veut dire qu'on entre dans une sorte de bras de fer, voire dans une sorte de carrousel, comme on a pu en connaître avec les fourrons il y a quelques dizaines d'années? Je pense qu'il ne faut pas comparer la problématique des fourrons avec celle de Linkebeek. On ne peut pas parler de carrousel, il faut simplement parler d'un processus qui essaye à un certain moment de faire accepter la volonté de la population, c'est-à-dire une nomination qui aurait déjà dû avoir lieu depuis 2007. Ouais, mais donc la nomination à laquelle vous faites référence, c'est la vôtre. Vous êtes bourgmestre non nommé, ça veut dire que vous avez été désigné par la majorité communale, mais que vous n'avez jamais prêté serment et qu'en tout cas il y a eu des contestations. Qu'est-ce qui empêcherait Lisbeth Omaz de nommer quelqu'un d'autre? Donc Yves Guéquière a refusé, elle pourrait très bien s'adresser à un autre membre de votre majorité, un autre membre du Conseil, éventuellement quelqu'un de l'opposition? Bien entendu, donc de la majorité, de l'opposition, mis à part que la majorité s'est clairement définie hier comme n'ayant aucune volonté de faciliter la tâche de Mme Omans, un souci en définitive qu'elle a créé elle-même. Maintenant, elle pourrait s'orienter vers les deux conseillers néerlandophones de l'opposition. Elle pourrait même s'orienter vers une personne extérieure au conseil communal. Ouais, ce n'est pas un danger pour vous? Il ne vaudrait pas mieux que ce soit un de vos adjoints qui devienne bourgmestre plutôt que quelqu'un de l'opposition, quelqu'un de l'extérieur? Mais le danger principal, c'est évidemment que la démocratie ne soit pas respectée. À partir du moment où la population a voté, qu'elle a donné un signe très important en la faveur d'une part d'un groupe et d'autre part d'une personne. Donc 80% à peu près d'électeurs pour votre liste et près de 6 voix sur 10 pour vous, c'est ça? Oui, bien entendu. Ouais. Donc, et peu importe le score personnel ou pas, je pense que cette volonté, ou en tout cas cette application élémentaire de la démocratie qui veut qu'après un vote, il y ait une nomination, ceci n'est plus respecté, avec une agression supplémentaire dans le chef de la ministre qui, plutôt que de laisser les choses en l'état, c'est-à-dire de laisser fonctionner la commune avec un bourgmestre en fonction, c'est d'aller un cran plus loin en désignant quelqu'un de force. C'est effectivement une agression. C'est-à-dire que vous auriez souhaité qu'on reste dans le statu quo avec ce statut de bourgmestre non nommé qui vous permet d'administrer la commune, même si on n'est pas tout à fait dans le chemin traditionnel. C'était ça la bonne solution? Non, c'était pas la bonne. Ne pas intervenir et laisser les choses en l'état. La bonne solution, c'était évidemment la nomination, et tout le monde le sait bien. Seulement, le problème est devenu symbolique, donc il n'y a plus aucune réaction rationnelle. Il n'est pas que symbolique, il est juridique aussi, Damien Thierry, puisque le Conseil d'État vous a donné tort et que Lisbeth Omaz, côté flamand, elle estime qu'elle est dans son bon droit et que vous ne pouvez plus être bourgmestre. Bien entendu, et je reconnais ça tout à fait. Le Conseil d'État a donné tort, mais ça n'empêchait que la ministre pouvait, juste avant la décision du Conseil d'État, me nommer, ce qu'elle n'a pas voulu faire. Et donc là, on est rentré dans une bagarre juridique. Mais encore une fois, cette bagarre n'aurait jamais eu lieu si, par exemple, on pouvait permettre au Conseil communal d'élire lui-même son bourgmestre, parce qu'en définitive, la solution se trouve là. Ouais, mais en l'occurrence, le Conseil d'État vous a donné tort, ça veut dire que juridiquement, vous avez un peu perdu la partie, on est en train de jouer les prolongations? Non. Alors, que les choses soient bien claires. Le Conseil d'État a dit à un certain moment, on ne peut plus envoyer les convocations électorales dans la langue de l'intéressé, il faut le faire en néerlandais. OK. À ce moment-là, ça a été statué. Et donc, je comprends la position du Conseil d'État qui a dit il y a eu une faute et donc nous ne nommerons pas M. Thierry. La question est de savoir si la décision du Conseil d'État ainsi que la décision de la ministre est proportionnelle à la faute qui aurait été commise. Si vous avez commis la faute avant le changement ou la clarification du règlement, pour le dire comme ça. Alors, le problème est quand même très ancien, c'est la nomination, c'est l'envoi des convocations électorales dans la langue de l'électeur ou pas, en fonction des interprétations francophones ou flamands. Si c'était à refaire demain, vous enverrez les convocations en quelle langue? Je vais être extrêmement clair. Je suis légaliste, donc maintenant le Conseil d'État a été extrêmement clair aussi. Ce sera l'envoi des convocations en néerlandais, parce que je n'ai pas le choix. Mais au moins, je le sais maintenant. Ça veut dire qu'on est presque sur un malentendu, si je vous écoute bien?
Bon, depuis le départ, on est sur un malentendu parce que tout le monde aura bien compris, y compris le Conseil de l'Europe, qu'en définitive, la sanction qui est prise n'est absolument pas en rapport avec l'erreur qui aurait pu être commise. Donc c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de symbolique. Et effectivement, nous sommes dans cette symbolique. Ça veut dire qu'il n'y aura selon moi plus de solutions dites rationnelles au problème. Mais faisons bien attention, plus on va aller loin, plus on va se retrouver dans une situation de blocage au sein du fonctionnement de la commune. Et donc, ça risque de poser un certain nombre de problèmes administratifs. La seule chose que je peux dire, c'est que nous nous engageons en tout cas à ce qu'il n'y ait aucune répercussion sur la population. La population n'a rien à voir avec ce déni de démocratie qu'a provoqué la ministre. Ça veut dire que si demain on vous envoie un bourgmestre non désiré, vous allez bloquer le Conseil? Je n'ai pas dit qu'on allait bloquer le Conseil, je dis simplement que ça va devenir extrêmement difficilement gérable parce que qui accepterait de se voir dicter un certain nombre de tâches par quelqu'un qui n'a aucune légitimité au sein d'un conseil qui a été élu démocratiquement. Donc tout ce qui est en train de se passer à l'heure actuelle est antidémocratique et il faudra à un certain moment que tout le monde le comprenne. Et je crois que vis-à-vis de l'Europe, la Flandre est déjà en train de montrer le vrai visage que certains de leurs élus ont. Oui, je repose ma question. C'est-à-dire que si on envoie un autre bourgmestre ou qu'on nomme un autre bourgmestre, la majorité ne collaborera pas avec lui et ça va être difficile de gérer la commune. Ah, c'est évident. C'est évident. Est-ce que vous pourriez aller jusqu'à démissionner pour forcer la convocation de nouvelles élections? C'est une éventualité. Maintenant, est-ce qu'on va en arriver là? Je crois qu'à partir du moment où on se rend compte que la commune devient plus gérable parce qu'on nous envoie quelqu'un qui n'est absolument pas légitime et qui ne sait pas ce qu'il doit faire puisqu'il ne connaîtra probablement pas la commune, ben, on va vite constater s'il y a moyen de fonctionner avec lui ou pas. Mais donc c'est ni oui ni non la réponse, on ne sait pas encore. Oh, je pense quand même que nous avons effectivement eu hier une discussion très intéressante lors de notre conseil de majorité, qu'on a envisagé la question, mais qu'on attend surtout de voir ce que la ministre va faire, parce que elle a causé le problème, elle doit le solutionner. Alors, Sophie Wilmès, vous la connaissez? Ah oui, très bien. Donc, nouvelle ministre du budget, elle prêtera serment dans le courant de la journée. Ce sera une bonne ministre du budget, elle a les compétences? Ah, de prime abord, elle les a, et donc quand on parle toujours de casting, on peut dire que c'est quelqu'un qui est jeune, dynamique, qui est trilingue, qui a une formation de gestion, qui a une petite expérience fédérale, mais qui est très active au niveau de la commission finances. Et donc, je ne suis pas étonné de cette proposition. Alors, vous êtes bourgmestre de Linkebeek, elle est échevine à Rode-Saint-Genèse, elle est également présidente, ou elle a été présidente des libéraux de la périphérie. Juste, la lecture que beaucoup de commentateurs font ce matin, j'imagine que vous avez lu la presse aussi, c'est que le MR ne va plus pouvoir soutenir Damien Thierry très longtemps. Et donc, on propulse Sophie Wilmès à un poste très visible pour envoyer un signal du mouvement réformateur sur la périphérie. Vous en pensez quoi? Écoutez, d'un côté, il y a évidemment ce qu'on lit dans la presse, et puis de l'autre côté, il y a la réalité. Moi, je peux vous dire que je suis en contact permanent avec Didier Reynders, pour ne pas dire quotidien, et que je sais en tout cas que dans le cas de Didier Reynders, j'ai un soutien. Didier Reynders, ce n'est pas Olivier Chastel qui est le président du parti, et ce n'est pas Charles Michel qui est le Premier ministre. Olivier Chastel a fait une déclaration en disant que le parti me soutenait et qu'il me permettrait d'intenter toutes les actions, tous les recours possibles. Charles Michel, j'imagine, n'a pas voulu prendre position en tant que Premier ministre, puisque le problème n'est pas fédéral. Ouais. Est-ce que vous avez le sentiment que vous êtes clairement soutenu par le mouvement réformateur ou c'est un soutien un petit peu tiède aujourd'hui? Je suis en tout cas soutenu par une grande partie du mouvement, mais je peux très bien comprendre aussi que certains n'aient peut-être pas la même approche que moi, la même sensibilité par rapport à ce qui se passe dans la périphérie. Ouais, il y a des journées parlementaires en ce moment qui regroupent les élus du mouvement réformateur. On vous en a parlé ce matin. Ah, les choses sont très claires. Tous mes collaborateurs, ce n'est pas vrai, tous mes collègues députés sont venus me souhaiter bonne chance et surtout me soutenir moralement. Alors, je voudrais qu'on aborde le reste de l'actualité rapidement, il me reste 3 minutes. Proposition de la NVA, limiter l'accès des réfugiés aux allocations familiales. Oui. On aurait le droit à 25%, enfin les candidats réfugiés auraient le droit à 25% la première année, 50% la seconde, et il faudra attendre 4 années de résidence pour toucher les allocations familiales complètes. C'est une bonne idée ou pas? Je pense que vous avez lu la presse comme moi. Il y a certains avis qui divergent. Ce qui est certain, c'est que pour moi, un enfant égale un enfant. Je pense également qu'on se trompe peut-être de discussion dans la mesure où c'est au niveau maintenant des entités fédérées que le problème risque de se poser. Mais ce qui est certain, c'est que la meilleure manière de pouvoir subvenir à la précarité, c'est évidemment d'aider avec des allocations les enfants qui sont issus de cette immigration et qui ne l'ont pas demandé. Ouais, le CDNV dit clairement non à cette proposition. Il parle d'une proposition horrible et impossible.
est-ce que le CDNV est plus à gauche que le MR? Ou est-ce que le MR ne condamne pas plus fermement cette sortie de l'NVA? Je pense que le président Chastel a été clair par rapport à ça. Moi, ce que je dirais clairement, c'est qu'il s'agit d'une discrimination qui va beaucoup trop loin et donc ce n'est effectivement pas acceptable. Ouais. Est-ce que vous êtes toujours à l'aise avec la NVA dans la majorité? Ouais, je travaille avec la NVA au niveau fédéral et très sincèrement, que ce soit avec la NVA, avec les CDNV ou l'OpenVLD, je n'ai évidemment aucun problème de contact, mais vu probablement le fait que je sois bilingue, nous avons des contacts qui sont plus faciles et sincèrement, l'entente au niveau de la majorité est vraiment impeccable. Alors il y a toujours des sujets de discorde, mais par exemple le communautaire, je n'en ai jamais entendu parler au niveau du fédéral et c'est plutôt une bonne chose. Ouais. Mais sur la thématique des réfugiés, les idées du mouvement réformateur ne sont pas les mêmes que celles de la NVA, ça ne pose pas de difficultés? Non, c'est exact. Je pense également qu'il y a ce qu'on appelle des écarts de langage des uns et des autres qui ne sont pas acceptables, qui doivent être, je ne sais pas s'ils doivent être sanctionnés, mais en tout cas, ils ne sont pas acceptables. Et donc, dans ce cadre-là, ils doivent être, ou on doit remettre les personnes en place. Les personnes, c'était au Franken, par exemple? Oui, par exemple. Ouais. Merci, Damien Thierry, d'avoir été l'invité de l'interview. Demain, c'est un député régional bruxellois écologiste, Alain Marron, qui sera notre invité. On se retrouve demain, c'est à 12h45 pour le direct, 19h45, 21h45, 23h45 pour les rediffusions. À demain.